C'est parti. En direct et on est en record. C'est parfait. À partir de maintenant, nous sommes écoutés, Cyril. Et on là. Je vais tâcher de faire attention à ce que je dis alors. Très attention à ce que tu dis. Allez, il est 58. On attend encore 2 petites minutes. Oui, bien sûr. Hop. Si ça te va, allons-y. Bonjour donc, à nouveau à tout le monde. Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez en live ou qui nous écouteront en replay. Donc voilà, vous étiez plus de 200 inscrits. Donc un joli petit succès pour ce webinaire. Merci à toi Cyril de nous accorder un peu de temps. Merci pour ta présence Cyril sur ce webinaire Act for Skills et je ne suis pas un CV. Avec plaisir. En 30 secondes, je vais nous présenter Je ne suis pas un CV et puis après, de toute manière, évidemment, c'est toi qui vas t'y coller. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Je ne suis pas un CV. Qui sommes-nous? Et je vous fais ça en 30 secondes. On est une jeune start-up, mais quand même créée en 2020. Et on s'est donné chez Je ne suis pas un CV comme mission d'aider les entreprises à vraiment recruter autrement et notamment en leur fournissant des solutions pour des recrutements plus inclusifs qui permettent plus de diversité ou d'égalité des chances. Alors, on fait ça de deux manières. On a créé un job board inclusif, le premier site emploi 100% inclusif en France. Voilà, on a remplacé le CV par un profil de compétences, des profils de compétences anonymes. Et puis, on propose également des solutions de marque employeur. Et nous organisons quasiment 2 job dating par mois pour, là aussi, favoriser les rencontres qui n'auraient peut-être jamais eu lieu auparavant. Donc voilà, ça c'est très rapidement dit. Et donc, on accueille aujourd'hui Cyril. Donc, à nouveau, bonjour Cyril. Est-ce qu'on peut commencer, non pas par une présentation un peu classique, mais est-ce que tu te prêterais au jeu des questions un peu bizarres du podcast des innovateurs RH? Ça te va? Aucun problème. Vas-y. Je suis tout oui. Je te pose 3 petites questions qui vont t'aider à te présenter, j'espère, Cyril. Quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petit ou que tes parents auraient vraiment aimé que tu fasses? Ça les aurait rendus très très fiers si tu avais fait ce métier. Voilà, l'un ou l'autre, le tien ou le choix de tes parents. Alors, je vais donner les miens et c'est drôle que tu démarres avec cette question. Quand j'étais petit, j'avais 3 métiers en tête qui sont radicalement différents. Mais en fait, je disais quand on me demandait ce que je voulais faire, donc j'avais 6 ans. Voilà, quand je disais ça, je disais que je voulais être éboueur, clown ou chef. Voilà, éboueur parce que je voyais le camion passer tous les matins dans ma cité de Vénissieux et que j'avais envie de conduire ce camion de poubelle. Je trouvais ça drôle et très sympa. Clown parce que je pense que j'aimais bien faire rire les personnes, donc ça me correspondait plutôt bien. Et chef parce que j'avais une conception très particulière du chef. Moi, je viens de Vénissieux. Donc qui est une sans vouloir faire de politique, mais qui était très communiste à l'époque, voilà, voilà, et certainement toujours d'ailleurs. Et pour moi, un chef, c'était celui qui aidait les autres à réussir et à faire plus vite, à faire mieux, voilà. Et du coup, c'est ce qui d'ailleurs a fait que je me suis construit un poste quand j'ai créé mon entreprise que j'ai appelé Hope. Je veux pas dire que je suis le dirigeant, voilà. Et Hope, ça veut dire Head of People and Enthusiasm. Et je dis que mon job, voilà, c'est de créer de l'enthousiasme, favoriser l'enthousiasme, l'engagement qui favorise la performance. Donc c'est rigolo, c'est une vraie histoire. Hein. C'est clown, éboueur ou chef, voilà. Donc c'est rigolo. C'est ça que je voulais faire quand j'étais petit. Et donc je suis Hope qui réunit les trois. Je considère que je suis un peu clown. Je suis aujourd'hui le chef de cette entreprise, le dirigeant. Et mon côté éboueur fonctionne aussi parce que je dis que j'aide les entreprises à se débarrasser des personnalités toxiques. C'est moche. Très bien. Voilà. Donc là, on était dans le passé. Je vais te poser une deuxième question. On va se projeter plutôt dans le futur. Écoute, j'ai une baguette magique ici. Voilà. Si je pouvais t'offrir un changement de carrière, si je pouvais t'aider à une reconversion de rêve pour demain et après-demain, pour ta fin de carrière, on peut le dire comme ça, qu'est-ce que je ferais pour toi? Qu'est-ce que je pourrais t'accorder comme souhait professionnel? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Je crois que je pourrais rêver d'être le dirigeant d'une association
qui fait du bien, voilà, sur des sujets qui peuvent être très variés, mais sans doute autour du bien-être, de l'épanouissement, en tout cas aider les personnes à se sentir mieux dans ce qu'ils font, sans avoir à réfléchir à avoir des besoins d'argent pour moi-même, puisque je serai soutenu par des tas d'entreprises qui seraient contentes de nous voir faire ça. Oui, dans ma question, dans ma baguette magique, c'était effectivement, on levait toutes les contraintes possibles et la contrainte financière, elle peut en être. Donc, un directeur d'association, enfin un responsable, un créateur, une fondation, quelque chose qui œuvre pour le bien commun. Bon, parfait. Allez, troisième question, et après tu te présenteras de façon peut-être plus institutionnelle, je ne sais pas, c'est toi qui verras. Mais la troisième question, c'est tiens, là pour tes équipes, pour ton entreprise, tu peux inviter, et là aussi j'ai une baguette magique, tu peux inviter qui tu veux, j'ai un réseau énorme. Qui invites-tu pour un team building? Quelle personnalité? Elle peut être aussi décédée, d'ailleurs j'ai ce pouvoir de la faire revenir à la vie. Voilà, qui tu invites? Qui est cette personne et pourquoi elle? Alors, j'invite une personne qui m'a beaucoup inspiré, parce que je pense que j'ai lu tous ses livres, voilà, et pourtant il en a écrit pas mal. Je l'invite pour qu'il puisse, en tout cas, j'espère, inspirer les personnes. C'est Frédéric Lenoir, qui est un auteur qui notamment a écrit L'âme du monde, voilà, qui est un auteur que j'adore, qui était l'ancien d'ailleurs directeur de publication de la revue du monde des religions, et donc qui a une connaissance très profonde de la philosophie, des religions, etc. C'est quelqu'un qui est vraiment particulièrement inspirant. Donc je pense que je l'inviterai lui pour qu'il partage aux personnes une sorte de philosophie de la vie, l'art d'apprécier sa vie et d'accepter ce qui est. Voilà. Parfait. Eh bien, écoute, s'il est aujourd'hui connecté, peut-être qu'il entendra. Peut-être. Mon appel. Bonjour Frédéric. Alors, je redonne la petite consigne. Si vous avez des questions, des commentaires, à ceux qui nous écoutent là, n'hésitez pas, vous les mettez sur le chat live. Je les lis très régulièrement et je m'emparerai de vos questions. Donc, à tout moment, vous pouvez le faire, évidemment. Mais écoute, Cyril, merci déjà pour ce petit jeu de brise-glace, on va l'appeler comme ça. Parce que tu as une présentation plus institutionnelle. Tu es hôte de Act for Skill. Act for Skill, qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? Que faites-vous? Voilà. Alors, pour me présenter très très vite, en fait, initialement, moi j'ai cofondé à la fin de mes études en 2001 un cabinet de recrutement qui s'appelle, qui bientôt s'appelait, puisque ça changera de nom dans quelques mois, mais qui s'appelle CCLD. Donc les initiales des deux cofondateurs dont je fais partie, qu'on a revendu en 2020 à un groupe qui s'appelle Actual, et je me suis associé avec le dirigeant pour créer une marque de conseil et développement RH qui est Act for Skills, voilà, qui agit autour de l'engagement des talents. Et donc en fait cette marque on l'a créée en 2020. On était 1,5 quand on a démarré cette marque, et aujourd'hui on est une petite vingtaine au sein du collectif, donc 20 collaborateurs et une vingtaine de consultants formateurs et coachs qui travaillent autour de la marque. Et vraiment notre leitmotiv, et en tout cas notre positionnement, c'est de dire qu'on est une agence de conseil en communication et développement RH. Voilà. D'accord, donc ça c'est pour Act for Skills, c'est bien ça? Exactement, oui. Est-ce que tu veux dire un mot du groupe? C'est toi qui vois. Le groupe Actual, bien sûr, je peux en parler. Aujourd'hui, c'est le 5e acteur en France de l'emploi et des compétences, qui a démarré au départ. Historiquement, ils sont plutôt connus. Le groupe Actual était plutôt connu dans l'intérim. C'est le métier historique. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise, pour vous donner un ordre d'idée, de un petit peu plus de 4000 personnes, et qui sur 2023 a fait quasiment 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Donc le 5e acteur qui bientôt sera le 4e, et donc se rapprochera des 3 gros, parce qu'il y a 3 gros acteurs dans le monde de l'emploi et des compétences autour de l'intérim. C'est Adecco, Manpower et nos amis de chez Randstad, et bientôt celui qui sera derrière, ce sera Actual. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, celui qui est juste devant que vous avez dépassé, qui est-ce? C'est Proman. D'accord, très bien. Je n'avais pas cette info, merci. Et ben voilà, là, en plus je partage des infos marché. C'est la cerise sur le gâteau. Juste en 2 mots, tu nous as dit Act for Skills, c'est une agence de com RH et de dev RH. Ça fait quoi une agence de com RH et de dev RH?
Ouais. Alors pour en parler rapidement, en fait, on a créé ce qu'on a appelé nous la recette de l'engagement. Voilà, et on dit que l'engagement des talents repose sur trois grands piliers. La création d'une marque employeur qui soit impactante et congruente. Voilà, impactante, donc c'est là qu'on retrouve le côté communication, mais congruente, c'est qu'elle doit partir de la réalité terrain, voilà, pour pas raconter n'importe quoi et pas désengager justement les personnes. Deuxième levier, des systèmes d'évaluation et d'évolution qui sont en lien avec les valeurs d'entreprise. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on a créé des mécaniques qui nous permettent de partir des valeurs d'entreprise, de les traduire en comportements. Ces comportements sont traduits en compétences et donc on aide l'entreprise à évaluer et faire évoluer des personnes qui correspondent aux valeurs de la société. Donc, deuxième pilier de l'embarquement. Et le troisième pilier de l'embarquement, et donc là, c'est la partie plutôt formation qu'on a à l'intérieur, hein, donc développement RH, c'est le développement des compétences de l'entreprise. C'est l'accompagnement plutôt des managers, puisque pour que ces mécaniques fonctionnent, il faut que les managers soient nourrissants à l'intérieur de l'entreprise. Et ce qu'on définit comme étant nourrissant à notre niveau, c'est de se dire, ils doivent bien comprendre la problématique et comment fonctionne la marque employeur, doivent bien maîtriser les systèmes d'évaluation et ils doivent bien comprendre que leur posture en tant que manager, c'est d'être au service du collaborateur, parce que c'est les collaborateurs qui sont derrière au service du client et pas l'inverse. Donc, c'est une vraie inversion de la pyramide managériale dans notre mode de fonctionnement. D'accord. Donc, vous, votre patte, ce n'est pas tant le manager qui va dire à ses collaborateurs, les collaborateurs s'adaptent à moi, mais plutôt, c'est à moi de m'adapter à chacun de mes collaborateurs. Exactement. Ok. Allez, au programme de la guerre des talents à la guerre de l'engagement. On va y venir très très rapidement. Alors, les Français et leur rapport au travail, et on en discutait en off, j'ai remplacé Français par actif. Actualité oblige. On va parler des actifs, hein, on est quand même, je dis on parce que je suis un binational, donc on est quand même 3 millions à être 100% français et un peu plus. Et puis on va parler des incontournables pour réussir une stratégie d'attractivité, puis on aura quelques cadeaux. Guerre des talents, guerre de l'engagement. On en avait parlé. Moi, cette notion de guerre de talent, elle ne me parle pas beaucoup. Je crois que toi non plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta définition de la guerre des talents, ta vision? Ouais. Pour en parler, je fais souvent un petit lien historique en fait autour de ça. Et on peut le passer effectivement sur cette idée-là et venir ici. Le lien historique est ici, c'est-à-dire que pourquoi je crois plus beaucoup en la guerre des talents et plutôt en cette espèce de on va dire guerre ou combat autour de l'engagement. Tout simplement parce que ce terme de talent a énormément évolué ces 25 dernières années. En gros, pour faire simple et pour partager nous, on est très convaincus et auxquels on croit. Avant les années 2000, ceux qui ont travaillé sur ce terme de talent, c'était nos amis de chez McKinsey qui nous ont expliqué que en gros les talents c'était 5% de la population, que c'est eux qu'il fallait cibler parce que c'est eux qui changeaient le monde et qui transformaient les choses. Et puis c'était un peu resté dans l'inconscient collectif que ces talents n'étaient pas très nombreux et qu'il fallait les chouchouter, etc. Et puis dans les années 2000 est arrivé le marketing RH et au niveau des entreprises, on s'est dit ces 5% là, si on veut les garder, si on veut les attirer, en fait, il faut soit les payer beaucoup plus cher que les autres, soit leur faire des choses énormes pour que ça fonctionne. Et donc, si on veut faire performer au niveau collectif, ça va être très compliqué de le faire. Et donc, on a transformé cette notion de talent en disant, en fait, tous les collaborateurs, toutes les personnes sont des talents potentiels et sont nées toutes les dynamiques autour de la diversité, etc., qu'on a pu connaître. Pourquoi on se dit que, en gros, en 2010, il y a un côté un peu fin de ce système, c'est qu'en fait, on a pris le pas de dire que le label diversité est venu en fait mettre une sorte de coup de tampon sur le fait que toutes les entreprises sont censées avoir intégré le fait que tout le monde peut être un talent à un moment donné à l'intérieur de l'entreprise, et le label diversité est venu un peu mettre ce coup de tampon et dire ok, ça y est, cette séquence est terminée et une nouvelle séquence a démarré qu'on peut appeler l'ère du talent matching. En gros, de 2010 à 2020, il y a des tas de sites qui ont éclos et qui ont dit nous on va vous proposer un truc miracle. Vous rentrez vos données à un moment donné quelque part et on va faire matcher et vous allez voir les systèmes vont un peu matcher tout seuls et ça va vous faciliter la vie. Tout le monde va retrouver son meilleur emploi dans l'idéal, etc. Donc, dans l'inconscient collectif, malgré tout, ce système de talent matching est venu
faire intégrer aux collaborateurs, effectivement, ils pouvaient trouver le job de ses rêves à un moment donné et qu'on pouvait rentrer dans tout ce qu'on a connu aussi avec tous les sites plutôt typés séduction, etc., les mythiques, qu'on pouvait trouver à un moment donné les choses en tapant et en mettant quelques mots-clés à l'intérieur d'un système. Et donc, la conséquence de ça, mais qu'on connaît en fait sur la consommation aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que chaque individu s'est dit, en fait, le système peut me pousser des éléments hyper personnalisés. Et donc, quand pendant l'ère du talent machine, quand on annonçait, en gros 2015-2016, il y avait des tas de conférences autour des RH, on disait attention, les profils atypiques vont devenir la norme. Vous allez voir, tout le monde va se dire à un moment donné atypique, c'est normal, on est en train de le vivre. On nous riait un peu au nez. Et 10 ans plus tard, on est en plein aujourd'hui là-dedans. Donc en fait, cette séquence a vraiment démarré après Covid. Voilà, le Covid est venu accélérer en fait ce système de besoin d'hyper personnalisation. Et aujourd'hui, les profils atypiques. Alors, si on demandait aux personnes qui sont présentes ou à ceux qui sont inscrits, quel type de profil vous êtes, dans 90% des cas, ils nous diraient moi, c'est un peu atypique, j'ai un parcours un peu différent, voilà. On a l'habitude, tout le monde est atypique. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est rentré dans une mécanique. Alors, je l'ai fait exprès dans cette mécanique-là, de mettre que en fait, tout le monde se dit différent, comme tout le monde, parce que nous sommes tous différents comme tout le monde. Et ce besoin d'hyper personnalisation, on le retrouve aujourd'hui au niveau des RH. Tous les profils sont dits atypiques, et c'est ce qui explique. Et là, je réponds du coup à la question tout de suite de pourquoi on a besoin aujourd'hui de recrutement dit inclusif et pourquoi c'est plus une option. Tout simplement parce que les talents sur le marché aujourd'hui ont besoin de se dire qu'ils sont reconnus pour la personne qu'ils sont. Voilà. Et pas une cohorte ou un poste en tant que tel. Ils ont besoin de se dire, mais pour moi, c'est différent. J'ai fait tel ou tel parcours, j'ai fait telle ou telle chose. Et donc, comme je suis quelqu'un de différent, il faut pouvoir me proposer une expérience qui va être différente. D'où le côté inclusif qui, pour nous, n'est plus aujourd'hui une option. C'est-à-dire que toutes les entreprises doivent être capables de dire qu'ils sont passés en mode inclusif. S'ils le disent pas, c'est eux qui vont être écartés du marché de l'emploi dans les 3 à 4 ans maximum. Et je peux même dire que certaines qui n'avaient pas basculé se sont déjà fait du mal toutes seules. Donc là, d'après vous, on rentre dans l'ère de la diversité et de l'inclusion. Là, c'est ta séquence 2021-2031. Tu nous dis que les entreprises, elles ont compris qu'on était rentré dans cette séquence, et tu viens de nous dire il y a des entreprises qui se sont déjà fait du mal, sans les nommer évidemment, mais est-ce que tu as des exemples effectivement il y a des oui, alors je vais pas effectivement nommer des entreprises, mais on sait qu'aujourd'hui, si on pose la question à certaines entreprises qui a priori ne jouaient pas suffisamment le jeu, en leur demandant en volume de candidature spontanée s'ils sont satisfaits de leur volume de candidature, on sait pertinemment qu'elles nous répondront non. Et elles cherchent des moyens à chaque fois en permanence, et elles s'obligent à faire de la communication, voire à surjouer un certain nombre de choses pour justement pouvoir attirer un certain nombre de personnes. Mais les candidats aujourd'hui, et les collaborateurs d'ailleurs, sont plus dupes. C'est-à-dire que autant la partie marketing RH au début des années 2000 fonctionnait bien, parce qu'en fait c'était le début, il y avait un certain nombre de choses qui se lançaient, autant aujourd'hui la promesse seule ne se suffit pas à elle-même. S'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas d'éléments tangibles, s'il n'y a pas de choses concrètes derrière, les candidats et les collaborateurs se font plus avoir par une partie uniquement marketing. Donc les actifs sont plus matures sur son sujet, c'est ça que tu nous dis ? Oui, exactement. Et c'est ce qui c'est ce qui me fait accrocher depuis le début au hashtag que vous défendez, qui est je ne suis pas un CV. C'est-à-dire que les personnes ont plus envie d'être une étiquette à un moment donné sur un CV, quoi. Oui, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire cette envie d'être reconnu comme un talent entre guillemets, ou dans quelqu'un d'atypique, mais finalement de banal. Mais c'est pas un vilain mot d'être banal, mais juste de se dire mon CV ne résume pas ce que je suis, et donc j'ai envie de pouvoir faire autre chose. Est-ce que tu as là en tête des entreprises là que vous avez vu basculer vraiment entre
le monde d'avant, le marketing un peu bullshit sur la diversité, et puis là, un vrai coup d'accélérateur qui sont rentrés dans cette ère de la diversité? Alors, c'est pareil, je pense que je peux pas les citer, mais il y a Non, des bien sûr, sans secteurs, les nommer, hein. mais voilà, il y a des secteurs d'activité qui n'attiraient pas. Je vais penser notamment à la restauration, voilà. Et malgré tout, dans ce secteur-là, il y a des entreprises qui ont tiré leur épingle du jeu parce que justement, à un moment donné, ils ont pris la parole et ils ont été capables de se montrer comme des entreprises particulièrement engagées sur ces sujets et non pas uniquement au niveau voilà, mais véritablement sur des choses concrètes, mises en œuvre, sur lesquelles les personnes se sont retrouvées. Voilà. Et à partir du moment où on se retrouve, en fait, on arrive à attirer un certain nombre de personnes vers ce type de métier. Donc 2021-2031, l'ère de la diversité et de l'inclusion, pour vous, ça ne fait absolument aucun doute. Les entreprises qui veulent gagner, entre guillemets, cette guerre des talents auquel nous ne croyons pas. Mais en tout cas, on va garder ce terme générique. Il faut qu'elle rentre à la fois dans l'ère de la diversité et l'inclusion. Ça, c'est ce que tu nous dis. Mais en plus, tu rajoutes, il faut que ça soit incarné, il faut que ça soit... Exactement. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, quoi. C'est ça. Et c'est le seul angle d'attaque qui va permettre de travailler le leitmotiv nous, sur lequel on travaille avec ce mouvement dit Act for Skills, c'est faire que chacun soit engagé là où il peut se faire plaisir et réussir, c'est-à-dire réussir à ce que les entreprises puissent aborder les personnes en leur disant « votre place va être la bonne à l'intérieur de notre collectif ». Ça marche, du coup, ça nous fait une transition. Donc voilà, j'ai remplacé les Français et leur rapport au travail par les actifs et leur rapport au travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus de qui sont les actifs? Donc là, on a parlé des entreprises qui qui ont l'impérieuse nécessité de rentrer dans l'ère de la diversité et de l'inclusion, mais c'est de la mise en relation entre des entreprises et des candidats, des futurs candidats. Qui sont-ils, ces futurs candidats, d'après vous? Et là, en fait, du coup, je vous partage une étude parce que c'est bien ce qu'on est en train de se raconter, mais si on peut pas se baser sur des volumes de personnes, etc., ça peut permettre ou ça peut faire croire que on est dans de l'incantation. Et donc nous, on travaille avec Jean Pralon, qui est qui est un chercheur et qui a un chercheur sur les décisions RH et qui a une chaire à l'EM Normandie et qui travaille sur différentes études. Et la dernière étude, il l'a menée avec le Figaro et ils ont créé un baromètre qui va revenir régulièrement, un baromètre qui, alors pour vous montrer, voilà, simplement, qui va travailler en fait sur deux grands items au niveau des talents ou des actifs. Voilà, parlons des actifs effectivement aujourd'hui. Et en fait, ces items, c'est la confiance et l'employabilité. L'employabilité étant les ressources que chaque individu dispose en termes de compétences, voilà, et la confiance qui intègre aussi la projection de l'individu vers l'avenir et son capital confiance qu'il place en lui-même. Pourquoi il a travaillé là-dessus? Parce que notamment Jean a beaucoup travaillé ces dernières années sur les phénomènes d'autocensure qu'on peut avoir justement autour du mot talent. C'est aussi pour ça que la guerre des talents, on a aussi de notre côté un peu de mal à garder ce terme-là. Autocensure d'un certain nombre de candidats qui ne se reconnaissent pas en fait dans le mot talent parce que ils ont leur humilité, voilà, de pas forcément se reconnaître sur ce terme de talent. Et donc en travaillant en fait sur ce baromètre, alors j'ai plus le nombre en tête de personnes interrogées, mais on pourra le retrouver, on le retrouve sur internet, il y a pas de souci avec ça. Jean fait des études tous les 6 mois sur 300 000 personnes. Donc je pense qu'on doit être à peu près entre 200 et 300 000 personnes voilà autour de cette étude. Il en ressort en fait 4 grandes cohortes. Voilà. Après c'est des pourcentages qui sont un petit peu plus éparses, hein. Et les 4 grandes cohortes, en fait, elles apparaissent ici. La première cohorte dont on peut se parler, c'est effectivement ce que l'étude fait ressortir comme étant les avant-gardistes. Alors, c'est quoi les avant-gardistes? En fait, c'est ceux dont la confiance est forte. Vous voyez, on prend la ligne du bas, confiance forte et employabilité forte. Et en fait, pourquoi il les a catégorisés sur la partie avant-gardiste? Parce qu'en fait, potentiellement, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont ultra chouchoutées par le marché. Donc, c'est 13% de personnes. Donc, vous voyez, à l'époque, McKinsey parlait de 5% de talents avant les années 2000. Là, selon l'étude de Jean, ces 5%, ces âges se sont transformés en gros en 13%. Parce que là, c'est les talents véritablement tels qu'ils étaient exploités ou en tout cas donnés à l'époque plutôt par nos amis de McKinsey. On est vraiment sur des personnes qui aujourd'hui ont un gros capital confiance en eux,
et qui sont super employables. Le risque avec les avant-gardistes, c'est que dans tout ça, et si Jean était là, il nous parlerait de mercenaires. Alors, j'aime pas non plus ce terme-là, j'emploie juste le terme que lui a utilisé quand il a sorti l'étude. Il nous disait qu'en fait, ici, on a des personnes qui sont chassées, draguées par les entreprises et qui du coup peuvent passer d'une entreprise à l'autre assez facilement, sans forcément être accrochées à un projet. Donc l'idée quand on voit ça, c'est de se dire comment cette cohorte-là, je dois lui parler et je dois travailler avec elle quand moi, en tant qu'entreprise, j'ai envie de réussir à les engager dans mon projet d'entreprise. Qu'est-ce que je dois leur faire pour réussir à les engager? Est-ce que ce sont aussi des personnes qui, comme ils ont confiance en eux et en leur employabilité, sont dans des logiques de reconversion, qui se disent, mais je connais mon employabilité, mais j'ai envie vraiment de changer de job? Est-ce qu'on arrive à le définir, ça? Ils peuvent le faire. Et effectivement, c'est plutôt eux qui ont cette tendance-là. C'est plutôt eux où on va retrouver notamment, alors je ne sais pas si le terme est connu, mais du coup je vais le partager, c'est chez eux qu'on va beaucoup retrouver de slashers. Les slashers sont toutes ces personnes qui aujourd'hui disent que je suis conférencier, auteur, directeur du développement commercial, quoi. Voilà. Et donc, dans les avant-gardistes, on va retrouver beaucoup de slashers, effectivement, qui se disent « j'ai envie d'apprendre, je suis un touche-à-tout et je vais pouvoir passer sur différentes choses ». C'est aussi chez eux qu'on va retrouver les niveaux de rémunération, il faut se le dire, les plus importants. Hein. Donc ça, c'est les avant-gardistes, 13%. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un gros paquet de stables, de pessimistes et d'optimistes. Exactement. Au milieu, on se retrouve avec des personnes qui sont plutôt stables. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de l'étude, hein, parce que si on écoute les entreprises, on se dit aujourd'hui, mais en fait, personne n'est engagé, tout le monde s'en va, on ne sait pas comment faire pour. En fait, quand on regarde l'étude, et là, c'est une étude qui se base sur quand même un certain nombre de personnes, on est à quasiment près de 50% des personnes, donc quand même un actif sur deux, qui est plutôt dans la stabilité et dans la recherche de la stabilité. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a une vraie recherche de la stabilité, là aussi, l'entreprise doit se poser la question, comment est-ce que ces personnes qui potentiellement recherchent la stabilité, je vais m'assurer de leur engagement? Alors, on pourrait dire pour les stables optimistes, ça peut être assez facile, entre guillemets. Hein. On va leur parler du futur et on va les emmener vers un projet potentiellement futur. Et pour les stables pessimistes, comment est-ce que je vais suffisamment les sécuriser pour réussir à leur inspirer confiance dans le temps? Et donc, un des retours de l'étude, quand Jean la présente notamment, c'est de dire, en fait, peut-être qu'on peut se retrouver aujourd'hui avec ces gens et ces personnes stables, donc un actif sur deux, sur quelque chose qu'on a un peu oublié, en tout cas que les entreprises ont un peu oublié ces dernières années, c'est la carrière. On l'a oublié parce qu'on se disait, en fait, on prend pour argent comptant le fait que chaque personne veut changer d'entreprise tous les 2 ou 3 ans. Mais en réalité, c'est peut-être pas le changement d'entreprise, c'est peut-être tout simplement du changement de poste. Voilà. Donc, en fait, on est sur un marché avec une forte croyance qui dit que les gens veulent changer, et cette croyance nous amène à penser que changer, c'est forcément aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Exactement. On dit c'est que pas forcément. Et exactement. En fait, l'idée qui peut ressortir avec ça, c'est de se dire comment est-ce que ces personnes-là, plutôt que de se dire, en fait, on est simplement en train à chaque fois de les laisser partir ailleurs, pourquoi on ne reparle plus correctement de carrière au niveau de l'entreprise et ou de moyens de faire changer de poste différentes personnes et utiliser les actifs comme étant des personnes qui ont envie d'apprendre, d'évoluer. Alors, ça implique un changement dans l'entreprise qui est de se dire à un moment donné, l'étiquette de, j'en sais rien, de technicien de maintenance que cette personne a, effectivement, il pourrait évoluer sur un autre poste plutôt orienté business ou commercial. Et pour ce faire, en fait, il va falloir l'écouter, le former, etc. Donc, ça implique des changements d'organisation, mais on est vraiment typiquement là-dedans. Voilà. Et au final, ce que l'étude fait ressortir, c'est que des personnes dites vraiment désengagées. Alors, dans les désengagés, c'est des personnes qui, pour beaucoup, sont presque en dehors aujourd'hui du marché du travail ou qui ont des vraies difficultés à retourner en entreprise. Le nombre de personnes est équivalent en volume aux avant-gardistes. Alors que c'est pareil, si on se base pas sur des chiffres et qu'on écoute un certain nombre de personnes, on a l'impression que 80% des personnes sont aujourd'hui désengagées, ils ont envie de faire autre chose et n'ont pas envie de travailler.
Oui, il y a énormément d'études à ce sujet qui démontrent, en tout cas en France, une forme de fort désengagement. Vous, ce que vous dites, c'est que être en stabilité, c'est pas être désengagé, c'est vouloir agir dans son périmètre. On a quand même des études aussi, enfin, là aussi, il y en a beaucoup qui disent que, bon, grossièrement, il y a entre 50%, 60 ou 60% des actifs qui veulent faire une reconversion. Donc, si on prend comme grande masse 30 millions d'actifs et 50% de personnes qui sont en reconversion, qui souhaitent faire une reconversion, ce qui ne veut pas dire faire des grands pas de côté, ben, c'est vrai que cette notion de garder talent, finalement, ça laisse penser qu'en France, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de compétences. Or, ce que vous dites, et c'est ce qu'on dit aussi, des stables, il y a 50% de stables, il y a des avant-gardistes, donc tout ça, c'est des gens avec des fortes compétences. Et nous, c'est ce qu'on dit. Ben, sur 30 millions d'actifs, il y a quand même beaucoup de compétences, et c'est la capacité à leur permettre de faire des pas de côté. Et c'est pour ça qu'on existe aussi, hein, c'est-à-dire que si on prend le CV, ben c'est parfois un mauvais outil pour permettre à des gens alors de faire ce pas de côté. Et c'est bien ce que tu dis, c'est-à-dire que si on retravaille cette carrière en interne, c'est toujours plus facile la mobilité interne. Les pas de côté sont plus faciles en interne parce qu'on connaît les gens. Par contre, quand il faut les voir ailleurs, c'est un peu plus. C'est un petit peu plus compliqué. Et aujourd'hui, les entreprises se sont, et continuent d'ailleurs à le faire, hein, se staffent en recruteurs. Voilà, ou en utilisation de cabinets de recrutement. Hein, voilà, ils se staffent de personnes pour aller chercher à l'extérieur, voilà, pour beaucoup, plutôt que de travailler beaucoup mieux leur mobilité interne et permettre en fait à chacun, je reviens toujours sur la même chose, hein, de s'engager là où il va pouvoir se faire plaisir et réussir. Les talents, elles sont en fait, pour beaucoup, elles sont déjà dans l'entreprise. Et donc je vois qu'il y a une question qui parle de compétences transférables. Là-dessus, je suis mais à 300% d'accord sur ces systèmes-là. Et quand tout à l'heure je disais qu'on travaille sur des systèmes d'évaluation et d'évolution autour des valeurs, on utilise en fait des compétences comportementales qui sont derrière ce type de système. C'est du comportement et pas justement le côté uniquement compétences techniques sur tel ou tel métier. Oui, c'est vrai que Frédéric, que je remercie pour la question, nous dit que le discours d'accompagnement des salariés, je le relis, dans l'entreprise, doit donc être plus difficile à tenir à partir du moment où il faut soutenir l'expertise et en même temps accepter le discours de reconversion, d'ouverture des compétences transférables, etc. Oui, mais en entreprise, c'est effectivement les gens qui sont très très bons à leur poste, on accepte un peu moins en mobilité interne de choses que quelqu'un qui n'est pas bon à son poste. C'est une réalité de la mobilité en interne. Et puis là, je rebondis sur ce que Frédéric nous dit, hein. Il parle d'expertise et bien souvent, en tout cas en France, pour faire évoluer un expert, on lui donne une équipe à manager et c'est là où on se trompe très souvent de chemin de mobilité interne, clairement. On est bien d'accord. Sur ce qui compte, l'employabilité, c'est un terme qui est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que nous, quand on a des candidats, je ne suis pas un CV, quand même compliqué de leur parler de leur employabilité, parler de ses compétences, c'est compliqué. Comment vous vous y prenez? Personne ne sait en quoi il est compétent, finalement, ça nécessite de se poser. Alors, sur les compétences techniques, c'est un peu plus simple. On sait à quoi on est bon techniquement, le tour de main, le savoir-faire technique, manuel. Là, tu parlais tout à l'heure de soft skills, de personnalité, etc. C'est plus compliqué. C'est quoi comment on fait pour que les entreprises aident les candidats à mieux y voir sur leur employabilité? Alors sur l'employabilité, alors les entreprises auront forcément du mal. C'est aussi pour ça que aujourd'hui il existe quand même quelques outils pour aider autour de ça. Mais nous, par exemple, on a travaillé il y a une petite dizaine d'années maintenant autour d'un référentiel de compétences comportementales. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le référentiel, hein, mais il a 7 grandes dimensions. Ça forme le mot respect, c'est cette dimension. Et il y a des niveaux à l'intérieur. Et ces compétences sont des compétences qu'on utilise aujourd'hui sur tous les types de postes avec lesquels on travaille et qui sont justement transférables. Qu'est-ce que veut dire en fait respect? C'est les 3 premières lettres, c'est les 3 formes d'intelligence: relationnelle, émotionnelle, situationnelle. Donc bien sûr, vous imaginez qu'il y a plein de choses à se dire autour de ça. Et ensuite, les 3 autres lettres, c'est 3 qualités qui sont indispensables aujourd'hui pour réussir et s'adapter justement. C'est pour ça qu'on parle d'adaptabilité autour de l'employabilité. C'est la pédagogie, l'enthousiasme et le côté client focusé, le C est autour de ça. Donc pédagogie, c'est la capacité à communiquer de manière habile, simple, etc. La fameuse représentation des choses en 3 points. Voilà. La partie enthousiasme, on retrouve notamment la partie tout ce qui est derrière la résilience, cette capacité à résister aux échecs, parce qu'on vit dans un monde malgré tout qui est difficile,
On vivra des échecs et on a besoin de personnes enthousiastes pour savoir rebondir autour de ça. Et le côté client focusé, c'est le côté sens du service, hyper personnalisation. Je reviens sur le terme qu'on utilisait tout à l'heure, dont on a besoin aujourd'hui. Et il y a des personnes qui savent le mettre en œuvre de manière plus ou moins forte à l'intérieur des entreprises. Et le dernier élément de respect, le T, c'est le traitement de l'information. Et donc, c'est tout le côté cognitif. Et ça aussi, faut être aussi réaliste avec la partie besoin ou employabilité dans le temps. Les personnes qui travaillent, parce que ça se travaille, la partie cognitive. Il y a une partie innée, mais il y a aussi une partie où on peut le travailler. Être curieux, apprendre, etc. Ça fait partie des éléments qu'on va donc apprendre à apprendre. Voilà, ça fait partie des éléments qui sont analysés sur le terme employabilité. Je fais le lien, puis ça clôt un peu cette séquence avec la slide qu'on avait préparée sur c'est ce que veulent les candidats finalement, les actifs. Ils veulent du plaisir, de l'utilité et ils veulent apprendre. C'est bien ce que nous prenons en tout cas chez Je ne suis pas un CV. C'est ce qui nous rejoint avec Act for Skill, plaisir de bien faire, sentiment d'être utile à un collectif ou un projet, le fait de relever des défis. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur ces notions parce que nous on permet en tout cas avec ce job board à des candidats justement de retrouver un job où la finalité ça va être se faire plaisir, ça va être bien faire les choses, ça va être utile, ça va être relever des défis et donc nous on les projette finalement non pas sur leur passé en lisant un CV, mais on dit voilà, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous voulez faire demain et faisons cette mise en relation hors CV. Donc ces slides elles résument un peu votre philosophie, même complètement. Et la philosophie, je ne suis pas un CV, de se dire que sur une première mise en relation, le CV, c'est pas toujours un bon outil. D'ailleurs, justement, et ça fait la transition, dis-moi, je l'avais pas vue, celle-ci, mais elle est parfaite, cette transition. Je me jette des fleurs, merci. Non, mais très bien. Tu fais ça très bien. Me jeter des fleurs, oui. Sur la stratégie, parce qu'on a dit, bon voilà, on a vu qu'il y a un marché de l'emploi, garder talent ou pas, plutôt pas, mais beaucoup de talent, mais en tout cas, quand même, 8 entreprises sur 10 qui nous disent, en tout cas, on n'arrive pas à trouver les compétences, entre guillemets, dont on a besoin. Bon, il faut juste qu'ils changent parfois de lunettes. On a parlé de qui sont ces actifs, voilà, ce qu'ils attendent, comment ils se projettent, comment ils veulent être regardés. C'est ce que tu nous as dit. La troisième partie, c'est comment on va aller chercher ces actifs qui sont en quête de changement, en quête de vouloir bien faire. C'est quoi les stratégies, selon vous, pour une acquisition réussie ? Ouais, l'idée, c'est effectivement quand on utilise ce type de webinaire, c'est de pouvoir partager quelques tips. Et donc sur les incontournables, en tout cas, sur les 3 éléments que nous on avait envie de vous partager. Il faut que le message que l'entreprise et que vous allez porter, parce que derrière c'est un pitch du coup à créer et que tous les collaborateurs de l'entreprise qui participent au recrutement, etc., puissent le porter. Ce message doit faire sens à ce qu'on appelle les 3 C. Les 3 C, c'est quoi ? C'est les candidats. Parce que ça doit permettre de les attirer. Voilà. Il doit faire sens aux collaborateurs, c'est-à-dire qu'on doit raconter des choses qui doivent les rendre fiers dans ce qu'on est en train de raconter. Toute entreprise peut avoir une utilité, et la plupart des entreprises qui réussissent aujourd'hui ont travaillé ce qu'on appelle leur why, leur pourquoi aujourd'hui, pourquoi cette entreprise elle existe. Et le 3e C qui fonctionne pour le message qui fait sens, c'est les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des clients doivent être embarqués dans ce qu'on raconte à un moment donné aux candidats et aux collaborateurs, parce que quand ce qui se fait dans l'entreprise est positif auprès des candidats et des collaborateurs, ça a un impact positif au niveau du business. Et il faut pouvoir l'utiliser. Là, c'est mon côté chef d'entreprise ma casquette chef d'entreprise peut-être qui ressort, mais véritablement, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Et votre message est le message qui doit être porté pour que la mécanique fonctionne au niveau RH, elle doit réussir à faire sens pour les 3C. Voilà. Ouais. Ça, c'est, ouais. Et quand on préparait ce petit event, et on faisait le lien entre ce que tu portes comme première tip, c'est-à-dire un message qui fait sens aux 3C, et puis ce que nous portons, si je ne suis pas un CV, on s'est là aussi rejoint, dans le sens où le recrutement inclusif tel que nous le portons, et tel que vous le prenez en tout cas, eh bien, ça va bien... effectivement, c'est un message qui fait sens pour le candidat. Le candidat, on le regarde pour ce qu'il veut faire et c'est très valorisant pour lui. Ça fait sens aussi pour les collaborateurs et ça, on se le disait, les collaborateurs sont hyper fiers quand je ne suis pas un CV débarque dans une boîte. Ils le font remonter, mais on est content que notre boîte porte les messages je ne suis pas un CV, en tout cas de diversité et d'égalité des chances. Et puis, tu parlais, et ça c'est souvent méconnu, c'est côté client et même, on pourrait même consommateur.
parce que c'est ça, Oui, c'est-à-dire que oui, les achète, clients et les consommateurs. Oui. exactement, on achète plus facilement une marque qui porte des valeurs de diversité, d'inclusion, en tout cas une marque qui fait sens. Donc c'est un point d'accroche que nous partagions en tout cas. Je te mets sur c'est ton deuxième tip, je Exactement. crois. Hein. Exactement. Et effectivement, moi, je me suis aussi prêté au jeu de l'affiche Je ne suis pas un CV et on sera très fiers de le partager parce Ah que, oui, c'est vrai. comme tout le monde, je considère que mon profil est atypique. Moi, j'ai créé mon entreprise, j'étais étudiant. Donc, voilà. Donc, j'ai mon côté atypique sur la première entreprise, créée et que j'ai développée. Donc, ça fonctionne. Et je suis sûr que dans toutes les entreprises, d'ailleurs, voilà, vous pouvez poser la question autour de vous en permanence. Il y a toujours des personnes qui ont réussi et qui, au départ, sur leur CV, n'étaient pas des personnes en fait qui étaient prédestinées pour réussir sur ce type de job. Il y en a tout le temps. Voilà. Donc, je ne suis pas un CV. Fonctionne est un message universel qui peut fonctionner partout. Non, mais c'est vrai. C'est un message qui peut fonctionner partout et sur lequel des candidats et des collaborateurs peuvent voilà, le porter véritablement en disant bah vous voyez dans cette entreprise la preuve que cette entreprise considère les personnes dans ce qu'ils sont et pas forcément que ce qu'ils font bah, c'est que moi voilà d'où je venais, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je suis aujourd'hui quoi. Et effectivement je ne suis pas un CV. Ça marche. Et puis, donc, votre première tip, c'est le premier tip que tu voulais partager sur comment être un peu plus attractif, c'était donc le message qui fait sens et des offres d'emploi qui jouent sur les. Et voilà, c'est ça. Le deuxième, c'est pour faire réagir en règle générale, parce que j'ai des personnes qui disent, mais il est en train de nous parler de sexe. Alors, généralement, quand je le fais à l'oral, là, il a écrit, donc c'est un peu plus facile, ça met les personnes sur la voie. Mais quand je le fais à l'oral, en conférence, je dis, bah en fait, il faut que vos offres d'emploi, elles jouent sur le sexe. Les personnes me regardent avec des grands yeux, disant, ça y est, Cyril, il est en train de partir dans des sphères, voilà. En fait, le sexe, c'est très simple, hein. C'est un acronyme, là aussi. Les 3 premières lettres sont les facteurs dits rationnels qui peuvent motiver et rassurer à un moment donné les candidats. Et les 2 derniers sont des facteurs plutôt irrationnels qui, malheureusement, sont souvent oubliés sur les offres d'emploi. Alors qu'on sait aujourd'hui, hein, toutes les neurosciences le prouvent, on achète d'abord par le cœur, voilà, et le cerveau vient expliquer et se mettre en mouvement parce qu'on a acheté quelque chose qui a provoqué en nous une émotion. Donc les 3 premiers SEC, c'est sécurité, économie, confort. Donc les offres d'emploi doivent montrer que vous êtes une entreprise qui sécurise dans ce que vous êtes en train de faire. Le côté économique, bah, c'est la partie notamment rémunération. Hein. Il faut l'indiquer aujourd'hui. Il faut indiquer en quoi la personne et comment cette personne va être rémunérée. Et confort, bah, aujourd'hui, on est dans une ère où la personne a besoin de savoir, a besoin de se dire, ok, est-ce que je vais pouvoir aller récupérer mes enfants, hein. Est-ce qu'il y a du télétravail, pas du travail. En tout cas, la partie confort, équilibre, vie privée, vie pro est devenue très importante. Et donc, il faut à un moment donné que ça puisse apparaître de manière plus ou moins écrite ou plus ou moins insidieuse à l'intérieur de l'annonce. Et les 2 dernières lettres, c'est la considération et le sentiment. Et donc, vos offres d'emploi doivent montrer en quoi vous arrivez à considérer les personnes et donc en quoi les personnes sont utiles au projet d'entreprise. C'est là qu'on va retrouver la partie considération. Et la partie sentiment, c'est en quoi votre entreprise ou votre projet d'entreprise est utile au monde ou en quoi vous changez un certain nombre de choses. Et ça, c'est souvent le why de l'entreprise. Et on voit énormément d'offres d'emploi où il est zappé. Ce why, alors qu'il a été travaillé à un moment donné, hein, et on s'en rend compte, nous. Hein, et en fait, les annonces vont démarrer par nous sommes leaders de je sais pas trop quoi. Donc, toutes les annonces se ressemblent, sont les mêmes. Alors qu'en fait, vous auriez, avec votre why, un point d'appui énorme pour réussir à attirer des personnes autour d'une idée, voilà, qui fait consensus et démarrer, pourquoi pas, vos offres d'emploi avec des questions en disant, bah, ou alors avec votre conviction, nous sommes convaincus chez nous que voilà, on est en train de changer le monde avec telle ou telle chose. D'accord. Du coup, ça rejoint ce que j'ai un peu évoqué en introduction concernant un CV. Donc, ça a dû te parler, je l'avais pas, mais maintenant ça résonne. Nous nous sommes donnés pour mission d'aider les entreprises à recruter vraiment autrement avec plus de diversité. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai souri. J'ai souri quand tu as démarré comme ça. Je me suis dit, ah, là, il y a eu un travail effectivement autour de cette mécanique. Ok, j'ai bien travaillé autour du sexe, donc. C'est ça. Ça, c'était votre deuxième tip, ce que tu voulais partager, et puis tu en avais un troisième. Et le troisième, c'est de construire une stratégie job board qui soit cohérente avec vos besoins, mais en se disant malgré tout que c'est aujourd'hui la synergie des canaux d'information et de communication qui font la différence. Et donc, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est dans les job boards avec lesquels vous travaillez pour aller chercher des candidats, d'être capable de se dire que vous travaillez avec un généraliste,
Donc les généralistes, ils sont connus, c'est pareil, je ne veux pas non plus les citer, mais on les connaît, les job boards généralistes. C'est souvent généralement ceux qui communiquent le plus, ceux que vous voyez à la télé, et qui on dit qu'ils sont généralistes ou multispécialistes, parce que en fait, ils travaillent énormément par secteur d'activité. Voilà. Ensuite, il faut pouvoir travailler avec un agrégateur parce que les agrégateurs reprennent aujourd'hui vos annonces. Donc, à une époque, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un ou deux. Donc, un qui est très, très connu. C'est pareil, je ne vais pas le citer, mais vous le connaissez tous, cet agrégateur. Si vous tapez n'importe quelle offre d'emploi sur Internet, c'est généralement celui-là, c'est le premier qui va ressortir avec une de vos offres d'emploi. Donc, ils ont bien travaillé leur référencement. Et c'est important, à un moment donné, d'être pouvoir présenter ces jeux. Et forcément, peut-être pas qu'en gratuit, parce que aujourd'hui il y a tellement d'entreprises que si vous avez envie que vos annonces ressortent, peut-être qu'il faudra sponsoriser un certain nombre de choses. Dans votre stratégie de job board, inclure toujours des spécialistes, parce que vous avez tous un métier à un moment donné de spécialiste, vous avez tous une expertise en particulier dans vos entreprises, et ne pas travailler avec le job board spécialiste de votre marché peut vous faire perdre des candidats qui justement eux se seront dit je ne travaille qu'avec ce spécialiste parce que alors, les autres, il y a trop d'offres, j'y comprends rien, c'est compliqué. Voilà. Et donc, je ne vais que sur un endroit où, en fait, je suis sûr de retrouver des offres qui me correspondent. Et celui qu'on a envie de vous rajouter aujourd'hui, parce que pour nous, c'est important, et parce que jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé sur le marché une offre qui nous permettait, comme est en train de le faire, je ne suis pas un CV, une offre qui nous permettait de parler d'un job board dit inclusif. On l'a aujourd'hui avec je ne suis pas un CV. Et moi, je suis très content de dire qu'avec l'agence, on va faire tout notre possible pour pousser au maximum le développement du job board qui, contrairement aux généralistes, pour le moment, on le trouvera pas, mais parce que l'entreprise aura pas suffisamment de fonds pour être présent partout sur toutes les télés et d'être connu de cette manière-là. Mais il y a un moyen de le faire connaître de manière différente, c'est plus les entreprises seront inclus à l'intérieur de la mécanique et diffuseront leurs offres au plus grand nombre de personnes, plus en fait les personnes s'apercevront et viendront vers ce job board en se disant en fait, enfin, j'ai trouvé un job board inclusif qui va m'accepter tel que je suis en tant que profil atypique. Et je vous assure que 90% des personnes qu'on interroge se disent profil atypique. Et donc, à un moment donné, on retrouvera toutes ces personnes qui vont nous permettre, en fait, donc, du coup, de ne plus les recruter sur CV, voilà, mais de les recruter sur des modèles de compétences. Oui, c'est ça, et peut-être même déjà les sourcer, j'ai presque envie de dire. Précisons qu'on n'est pas en guerre contre les CV en plus. Ah non, bien sûr. Je te rejoins tout à fait. Sourcer les personnes sur leurs compétences, ça permet de projeter ces compétences justement sur des métiers différents, nouveaux, etc. Et ça rejoint tout à fait ton propos. Quand tu dis qu'il n'y en avait pas d'inclusif, pour toi, c'est quoi les qualités que doit revêtir un job board inclusif? Ouais, pour moi, les qualités du job board inclusif, c'est de s'assurer que la personne peut postuler et est présente en mode anonyme, puisse utiliser une mécanique qui va l'aider à se présenter en compétences, parce que c'est pas inné chez les personnes d'être capable de se présenter sur un modèle de compétences qui soit simple, avec des présentations qui ne se distinguent pas, en fait, qui sont pas différentes d'une personne à l'autre, parce que là aussi, il y a des personnes qui sont capables de se faire aider pour se faire des très jolis CV, et puis d'autres qui n'ont pas en fait cette aide pour se faire des bons CV, alors qu'en fait, c'est des personnes qui ont les mêmes capacités, voire des capacités supérieures en fait à faire le job à un moment donné qu'on attend, et qui malgré tout, à un moment donné, quand ils veulent pouvoir être contactés, qui puissent se dire, en fait, je me désanonymise facilement pour pouvoir être en relation avec les entreprises. C'est des éléments que jusqu'à présent, j'avais pas réussi à retrouver à l'intérieur de systèmes qui même prenaient pour certains le CV anonyme. Voilà. Il y avait effectivement des CV qui étaient anonymisés, mais les CV étaient différents d'une personne à l'autre, et donc en fait en grattant un peu, des personnes qui avaient mieux calibré eux-mêmes leur CV étaient plus facilement contactées que les autres. En plus, je crois que vous avez pas mal d'études et de podcasts sur les biais cognitifs. On en a déjà aussi parlé. Effectivement, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que l'équité de support, ça concourt à lever les biais. Dès lors que le support est le même pour tout le monde, on est obligé de se focuser sur les compétences transférables.
et pas sur l'enrobage, sur la Et crème. sur le contenu, exactement. On est obligé d'aller sur le contenu. Or, on sait que ces dernières années, et les réseaux sociaux n'ont pas aidé à ce niveau-là, hein, on se focalise sur l'image. Et d'ailleurs, je félicite à chaque fois Laure pour ses présentations, parce qu'elle fait des présentations qui sont toujours impactantes, voilà, et qui servent en fait au message. Mais ce qui est important, quand on est sur un parcours d'une personne, c'est malgré tout de pouvoir s'intéresser au contenu et à ce que cette personne est en train de nous apporter et peut nous apporter. D'ailleurs, tiens, on parle Sacré Laure. d'inclusif, ouais, Laure, avec plaisir. Laure. On l'a dit en préalable, tu nous surpasses largement. Voilà, exactement. Tu aurais trop brillé si c'était toi. C'est quoi cette définition de l'inclusion? C'est pas une question piège, hein, donc comme je ferai en entretien, prends le temps de la réflexion. Mais on parle beaucoup d'inclusion, effectivement, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'inclusion? D'après toi, c'est quoi votre définition chez Act for Skill? L'inclusion, c'est quoi? Pour moi, l'inclusion, alors je sais pas si c'est d'ailleurs ce qu'auraient dit toutes les personnes chez Act for Skills, parce que je pense qu'effectivement, il y a une définition qui est à chaque fois très personnelle derrière. Hein. Mais l'inclusion, en fait, pour moi, c'est donner la même égalité des chances à toutes les personnes qui arrivent à un endroit. Et donc avoir un système qui nous permet d'éviter de différencier telle ou telle personne par rapport. Alors, il y a derrière forcément les critères potentiellement de discrimination, mais pour moi, ça va plus loin que simplement les critères de discrimination quand on utilise ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi lié à un moment donné, c'est très personnel. Alors, moi, je suis un universitaire. Et quand j'ai créé mon entreprise, les premières entreprises que je rencontrais à l'époque me disaient, mais Cyril, votre entreprise se développe, vous venez de quelle école? Et à chaque fois, je leur disais, ah non. Et ça, c'est pas un critère de discrimination pour le coup. Mais je leur disais, bah non, pardon, excusez-moi, non, je viens de l'université me concernant. J'avais pas les moyens de me payer une école à l'époque, et je suis content d'être passé par l'université qui m'a appris des tas de choses. Et pour moi, l'inclusion, c'est aussi ça. C'est aussi se dire que toutes les personnes qui arrivent à un moment donné à un endroit et que l'entreprise soit suffisamment ouverte pour être dans l'acceptation. Et alors peut-être que je fais le lien avec les paroles de Frédéric Lenoir, hein, dont je disais tout à l'heure, hein, c'est que je suis très convaincu de accepter ce qui est l'acceptation inconditionnelle. Et pour moi, l'inclusion tourne autour de ça. De l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Exactement. Et créer les conditions de sa bonne intégration dans le collectif. C'est tout à fait ça. Et quand on arrive tranquillement sur la fin, tu voulais je vais revenir juste derrière, tu voulais nous partager des secrets, en tout cas. Ouais, j'avais envie, toujours quand on peut, et voyez, et c'est à la fin, comme ça on s'assure que les personnes qui sont restées jusqu'au bout peuvent les avoir. Pour moi, il y a trois choses effectivement autour de ces stratégies inclusives et pour pouvoir aller chercher les bonnes personnes. D'abord, toujours se reposer et accepter de se reposer ces questions-là. Quelles sont véritablement mes cibles? Est-ce que les messages que j'ai mis sont bons pour ces cibles-là? Est-ce que j'utilise les bons vecteurs pour aller les chercher? Est-ce que je vais les chercher au bon moment? Or, on sait très bien que d'une cible à l'autre, c'est très différent. Et pour notamment savoir si les messages sont bons, en fait, interrogez vos propres collaborateurs. Nous, on organise pour les annonces, quand on crée et quand on participe et quand on aide les entreprises à refaire leurs annonces, en fait, on fait des ateliers avec les personnes qui font les jobs attendus, tout simplement pour aller chercher leurs éléments de langage à eux, savoir où est-ce qu'ils avaient vu les annonces. Et en fait, en posant ce type de questions, donc c'est des questions très terrain, c'est la réalité, on se dit, effectivement, est-ce que notre message, il leur parle et est-ce qu'on l'a mis au bon endroit? Je pense notamment à certaines entreprises qui, je le vois aujourd'hui, qui utilisent pour chercher plutôt on va dire des cols bleus, qui utilisent LinkedIn et qui nous disent « Ah ouais, mais j'ai utilisé LinkedIn et j'ai pas eu de retour ». En fait, vous étiez peut-être pas sur le bon endroit pour mettre votre annonce et peut-être pas au bon moment pour pouvoir la mettre. Et donc, le système qu'il y a derrière, c'est toujours de se dire quel est le retour sur investissement sur chacun des canaux utilisés. Et là, en fait, il suffit d'avoir notamment, pourquoi pas, des emails. Enfin, nous, on utilise des SIRH pour ça et des ATS, mais tous ne sont pas équipés de ce genre de choses. Mais faites-le vous en se disant, OK, je suis sur tel ou tel support. Je vais utiliser des emails particuliers sur chacun de ces supports pour pouvoir à un moment donné suivre le résultat de chacun des supports que j'ai utilisés et pas qu'en volume. Ok, je vais te provoquer un peu, mais
finalement, tu dis, on interroge ceux qui font le job, on regarde leurs éléments, quelles sont mes cibles, etc. Mais quand on dit que la diversité, finalement, c'est te dire quelque part, tout le monde est une cible potentielle, est-ce que c'est pas antinomique? Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire une forme de clonage quand on interroge des gens qui font le job, alors qu'on se dit que la diversité, c'est de se dire que il faut sortir du champ des possibles ou des croyances. Oui, tu as raison. Tu as raison. Et en même temps, il faut que l'annonce, elle soit suffisamment ciblée pour intéresser des personnes qui vont être intéressées là aussi par telle ou telle chose. Quand je dis interroger les personnes qui font le job, c'est les interroger non pas forcément sur qui ils sont, hein, c'est les interroger sur ce qu'ils font. Voilà. Et selon eux, quelles sont les qualités à un moment donné qui leur permettent de réussir. Et en fait, en les faisant parler de leurs qualités, on va pouvoir utiliser ces qualités comme quelque chose de descriptif de réussir telle ou telle chose. Si dans un poste on nous dit il faut que ceux qui réussissent c'est ceux qui ont le sens du détail, si on le met pas à l'intérieur de l'offre, on risque potentiellement d'attirer des personnes qui ont plutôt une vue très généraliste et ils risquent de pas se faire plaisir sur ce poste-là où justement on va leur demander d'avoir un vrai sens du détail. Donc en fait on est obligé d'avoir des éléments objectifs pour pouvoir les écrire et essayer d'attirer les personnes qui correspondent a priori à ce qui se passe dans le job. Donc là, la description, c'était la précision était utile, c'est pas sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils font pour que chacun puisse se reconnaître. Évidemment. Faire le choix de la congruence, c'était. Voilà, faire le choix de la congruence, on en a déjà parlé, donc voilà, on le retrouve ici. Mais c'est vraiment de se dire, on doit communiquer sur ce qui se vit véritablement à l'intérieur. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on voit beaucoup d'ailleurs de témoignages pour certains grands groupes qui travaillent justement ces éléments-là, de collaborateurs, etc. Plus on va voir ce qui se vit à l'intérieur, plus à un moment donné, ça aura de l'impact à l'extérieur et ça permettra d'attirer des personnes. Et donc, le Je ne suis pas un CV est un super moyen de mettre en avant vos collaborateurs, de mettre en avant des collaborateurs de l'entreprise en disant, dans cette entreprise, je vous confirme que je ne suis pas un CV, regardez ce que je fais aujourd'hui et pourtant, voilà d'où je viens. C'est ça. Les gens, la fierté, c'est ce qui fait briller et ce qui brille attire. Exactement. Le troisième, c'était la capacité à faire vivre une expérience éclairante. Exactement. Et donc là, l'idée qu'il y a autour de ça, c'est de se dire comment est-ce que mon process de sélection, qui ne doit pas rester qu'un process qualité, voilà, comment est-ce que dans ce process de sélection, je peux l'utiliser comme étant un moyen de proposer un parcours qui me ressemble et qui embarque déjà les candidats dans le projet. On est déjà, quand on est en mode de sélection, on est déjà dans du onboarding. Et on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui travaillent à fond leur onboarding. Donc, elles ont des super trucs d'ailleurs à faire, à présenter. Et en fait, le process de sélection en amont, il est complètement oublié. Alors, il y a aussi l'inverse qui existe, et c'est aussi un peu compliqué. Mais en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le onboarding démarre pendant ce processus de sélection. Et donc, plus vous allez utiliser et faire des clins d'œil à ce qui se passe dans l'entreprise, dans la réalité de l'entreprise, plus ça aura un impact positif sur les candidats qui deviendront des collaborateurs engagés. Exactement. Bien, super. Midi pile, incroyable. On est dans un timing à peu près parfait. Écoute, on va te remercier pour justement cette expérience éclairante. Donc, petit clin d'œil à tous ceux qui vont nous regarder ensuite en replay. N'hésitez pas à poser même après vos questions. Vous nous trouverez, Cyril et moi, sur les réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn. Donc, ça sera un grand plaisir de continuer les échanges, que ce soit sur la marque employeur, le recrutement inclusif, tout ce dont on vient de parler. Je lis un dernier message, mais c'est Frédéric qui nous dit merci Isabelle, merci également. Et merci à vous. À tous une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée. Merci encore Cyril. Ciao. Merci beaucoup.